Dans l'actualité tech de cette semaine, c'est une nouvelle quand même qui a surpris pas mal de monde. SpaceX et XAI, deux entreprises qui appartiennent à Elon Musk, qui ont décidé de fusionner. Bonjour Luc Lebert. Bonjour. Vous êtes manager chez The Salmon Consulting, expert donc tous ces sujets innovation et tech. C'est pour ça que vous êtes là avec nous parce que d'un côté, il faut m'expliquer, il y a des fusées, des satellites et de l'autre, il y a de l'IA Grok. Donc SpaceX et Grok. Grok est au cœur, on le sait, de nombreuses polémiques, on en a parlé juste avant dans JT de la Tech. Il y a de l'ambition, on le sait chez Elon Musk toujours. Pourquoi? C'est surprenant, il y a de quoi être surpris. Même le monde de la tech était vraiment un peu sur le derrière. C'est quoi l'objectif de Musk avec cette fusion annoncée? Ce qui est intéressant, c'est en effet de se poser la question du pourquoi. Et le premier angle qu'on peut prendre, c'est essayer de comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui. Assez rapidement, je pense qu'Elon Musk, comme beaucoup de gens, s'est posé la question des ressources. Il sait que ces modèles d'IA, Grok, fonctionnent sur des data centers qui consomment de l'électricité, de l'eau pour se refroidir. Et dans un monde où les ressources sont finies, on commence à arriver à la limite du modèle. On sait que les data centers vont consommer 3 fois plus d'électricité d'ici 2035. On voit que dans certaines régions du monde, comme au Chili, les data centers sont en compétition avec l'agriculture sur la consommation d'eau. Et ça pose des problèmes sur la pérennité du modèle. Et donc, ils vont envoyer ces data centers dans l'espace. Exactement. Donc là, la synergie, elle est ça, en fait. faite. C'est ça. L'idée derrière, en effet, c'est ça. Mais alimenter comment alors? Comment ils alimentent en eau et en électricité ces data centers dans l'espace? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'espace, on a la lumière du soleil, 24 heures sur 24, on n'a pas de nuages. Donc, météorologiquement parlant, c'est hyper intéressant. Ces satellites qui sont alimentés à l'énergie solaire peuvent fonctionner tout le temps. Et en plus, dans l'espace, il fait relativement froid. Donc, en réinventant les systèmes de refroidissement, on peut s'assurer d'avoir un refroidissement des data centers qui est plus efficace aussi. C'est vraiment ça la raison de fond qui préside à ce choix, encore une fois, de fusionner SpaceX et XAI? Ou est-ce que c'est de l'habillage? Ça peut être perçu comme de l'habillage. Il y a une autre question derrière qui est aussi une question d'ordre beaucoup plus financier. Quand même, voilà, on y vient. Alors c'est quoi ça? On sait que de gros sous donc. Exactement. On sait aujourd'hui que pour entraîner des modèles d'IA, il faut de l'argent, il faut des ressources financières. Toutes les grandes entreprises d'IA sont adossées à des géants de la tech ou subventionnent elles-mêmes leurs outils, comme Google par exemple. Donc l'idée? Ouais. Alors c'est ça, l'idée c'est de lever de l'argent en fait, tout simplement parce que cette nouvelle entité entre SpaceX et XAI, elle va être cotée en bourse dans les prochains mois. Donc il va y avoir une levée de fonds via une introduction en bourse. Est-ce que c'était justement inévitable pour Elon Musk, comme vous le dites, d'aller en bourse, de lever de l'argent pour concurrencer OpenAI et Google? Et donc si je comprends bien, pardon, j'ajoute juste, donc en fait l'argent est levé par SpaceX qui fait rêver tout le monde et l'argent va aussi pour XAI qui serait dans le même groupe. Alors, c'est ça. Comment il va trouver les fonds, ça reste la question, ça lui appartient. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est qu'aujourd'hui, XAI dépense aux alentours d'1 milliard par mois donc pour essayer de faire tourner ces modèles, de les entraîner dans cette course à la performance. Alors que de l'autre côté, SpaceX est rentable, a un business model avec Starlink qui fonctionne plutôt bien. Et donc, jumeler les deux, ça sera l'occasion, en effet, de ramener du cash, des financements pour subventionner Mais ça a du sens en termes de business d'avoir chou et carotte ensemble? Alors ça a du sens parce qu'il y a des synergies qui peuvent se créer, en effet. Aujourd'hui, SpaceX, c'est les lanceurs les moins chers. On sait que pour envoyer des data centers dans l'espace, la limite de coût, elle est aux alentours de $200 par kilo si on veut atteindre la rentabilité. Aujourd'hui, on parle plutôt en milliers d'euros. Avec le nouveau lanceur SpaceX, on espère atteindre, ce qui est annoncé, c'est $100 du kilo. Donc on espère atteindre ce modèle de rentabilité et joindre les deux, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est ça le futur de l'intelligence artificielle? C'est d'envoyer des data centers dans l'espace. Il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui souhaite aussi faire ça. Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Alors je dirais que c'est la tendance du moment. Jeff Bezos en est un. La Chine a annoncé aussi des data centers dans l'espace. Nvidia aussi à travers des partenariats. Alors c'est une des solutions. Si on revient au problème de base qui est l'accès aux ressources, il y a d'autres solutions qui peuvent émerger pour faire face à ces problèmes de refroidissement et d'énergie. Des solutions sont testées comme des data centers sous-marins pour profiter du froid des profondeurs pour refroidir ces data centers, ou tout simplement le développement de puces qui sont moins gourmandes en énergie, qui consomment moins, et donc répondre à ces problèmes-là. Et est-ce que vous pensez que Elon Musk peut véritablement concurrencer Google, OpenAI dans l'intelligence artificielle? Ça marche d'ailleurs, XAI, Grok, ça marche?
Alors aujourd'hui, c'est un peu en dessous du marché. Ils ont des contrats publics, donc ça leur permet quand même d'avoir une partie des fonds. Aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, c'est de se poser la question de comment est-ce que ces outils d'intelligence artificielle vont être utilisés derrière. On parlait de est-ce que le futur de l'IA, c'est les data centers dans l'espace. Je pense qu'il y a un moment, il faut être capable de prendre un peu de recul et se demander tout simplement c'est quoi le futur de l'IA dans notre quotidien. Et là, c'est propre à chacun de se poser la question sur sa chaîne de valeur, où l'utiliser, où mettre de l'humain, où créer de la valeur avec ces nouvelles technologies pour trouver simplement de la rentabilité et des ROI. Ouais, justement, rentabilité, d'un point de vue financier, on voit que cette fusion inquiète quand même pas mal d'analystes, à juste titre ou pas alors? D'un point de vue strictement financier. D'un point de vue strictement financier, j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre un peu de voir comment les flux financiers vont s'opérer entre ces deux entités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui possèdent des shares chez XAI et ceux qui possèdent des shares chez SpaceX, tout reste à venir. Et on voit qu'on est au début des annonces de comment ça va se passer dans les cadres de revente. Ça sera plutôt en septembre 2026, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on voit, il y a des investissements gigantesques, stratosphériques dans l'intelligence artificielle? Est-ce que pour vous, il y a une bulle de l'IA? Est-ce qu'on est déjà dans une bulle de l'IA? Et si oui, quand est-ce qu'elle va éclater? Alors, est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA? J'aime bien utiliser cette courbe qui est la courbe c'est le hype cycle de Gartner. Toute innovation, en fait, à un moment où elle a un pic, après il y a une phase de désillusion, et après on commence à trouver des modèles avec de la rentabilité. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, quand on place les différentes technologies sur cette courbe, on est plutôt au niveau du pic, ou pour certaines dans la désillusion. Avec des hyperscalers qui continuent à avoir des programmes d'investissement qui sont Exactement. toujours plus élevés que ce qu'on attend, dans ce qui est annoncé. Exactement, Avec qui investissent Alphabet, dans les puces, qui investissent elles-mêmes dans les... Donc on a une espèce de boucle comme ça. C'est ce que je disais précédemment, pour moi le vrai sujet de cette bulle, en fait, il est de se dire aujourd'hui on manque de use cases concrets qui vont avoir un impact durable pour les entreprises, et c'est quand on aura craqué ces use cases-là qu'on arrivera à atteindre la rentabilité et qu'on pourra dire qu'on n'est plus dans une bulle mais dans un vrai modèle qui rapporte de la valeur à tout le monde. Donc pas forcément une bulle actuellement, c'est ce que vous dites? Alors, ce que je dis, c'est qu'on est dans une bulle actuellement. Je ne dis pas forcément qu'elle va éclater. D'accord. Je dis plutôt que si on se met autour d'une table, les entreprises, les parties prenantes externes, et qu'on arrive à trouver des use cases, on pourra arriver à... Et pour vous, il n'y a pas encore de use case assez concret dans les entreprises? Pourtant, toutes les entreprises, elles s'emparent de l'intelligence artificielle, notamment générative. Alors, c'est vrai, Pourquoi vous aujourd'hui... dites ça, qu'il n'y a pas assez de use case? Alors nous, on le voit beaucoup chez nos clients quand on intervient. Aujourd'hui, c'est plutôt des squad teams qui font des tests, qui explorent ces nouvelles technologies. On voit que les grands groupes sont très en avance sur les TPE, PME. C'est un retard qui est flagrant. J'adapte pas, ouais. Et la question aujourd'hui, c'est personne n'est vraiment capable d'intégrer l'intelligence artificielle dans tout le long de ces process, en tirer de la vraie valeur, faire en sorte que les humains aussi travaillent avec cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est à la course à cette technologie, la mettre au bon endroit pour créer de la valeur, mais personne ne se pose vraiment la question du ROI en fait, du ROI du retour sur investissement. Et j'irais même un peu plus loin, ce ROI, il doit aussi capitaliser sur l'humain. Aujourd'hui, mettre de l'intelligence artificielle, c'est l'occasion de mettre l'accent sur l'humain à d'autres étapes de sa chaîne de valeur. Je donne un exemple, c'est l'occasion de redorer la relation client avec des humains au bon endroit, à un bon moment de l'interaction, pour créer de la vraie valeur aussi pour le consommateur final. Vous êtes consultant, vous conseillez les entreprises justement dans l'intégration de ces nouvelles technologies. Quel conseil vous pouvez donner peut-être aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, pour qu'ils puissent adopter de l'intelligence artificielle, notamment générative, concrètement? Très concrètement, nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer par tester. Il faut jouer avec l'outil. Et pour ça, il y a quelque chose de très simple. Alors, lequel? Parce que, encore une fois, et double question, c'est hyper intéressant concrètement, mais il y a entre OpenAI, il y a ChatGPT, Anthropic, Alphabet, Google, Gemini, etc., Grok. C'est vrai. Alors là, ça va dépendre de chaque entreprise. Anthropic, par exemple, se positionne aujourd'hui sur une IA beaucoup plus éthique. Si c'est aligné avec vos valeurs, peut-être que c'est vers cet outil-là qu'il faut se tourner. Si vous cherchez la souveraineté, Mistral aujourd'hui avec le chat peut être une solution. Donc là, je dirais que c'est un peu propre à chacun. Il faut regarder où est-ce qu'on veut mettre ses priorités. Par contre, peu importe l'outil qu'on choisit, il faut définir une zone que nous on appelle le bac à sable pour permettre aux gens de tester. Exactement. Donc très concrètement, c'est prendre une petite partie d'un process et autoriser les gens à tester avec l'outil, à aller inventer des nouvelles choses, à le digitaliser, à se tromper. Donc c'est une étape de sa chaîne de valeur qui va avoir bien sûr le moins d'impact possible sur le business global, mais c'est une bonne occasion de permettre aux collaborateurs de s'approprier l'outil, de tester et ensuite de commencer à créer des premiers use cases pour après les déployer sur d'autres étapes. Vous, vos clients, ce sont quoi? Les grandes entreprises, les PME? C'est qui vous conseillez exactement? Je dirais de moyennes entreprises à gros groupes du CAC 40. D'accord. Et le point commun entre toutes ces entreprises-là, c'est
un sentiment d'impuissance sur l'identification des vrais use cases. Juste, je me dis, et on finit là-dessus, Grok a fait polémique. Est-ce que ces dérapages, s'il y en avait d'autres autour de Grok, ça pourrait pas être un problème pour le groupe SpaceX aussi quand même, avec une épine dans le pied Il y a une prise de risque de la part d'Elon Musk là-dessus. Il y a une prise de risque. Aujourd'hui, on voit que la rentabilité de SpaceX, qui est quand même valorisée à, je crois que c'est 800 milliards, versus xAI qui est à 200 milliards, on peut espérer que financièrement, SpaceX va quand même réussir à porter la croissance de xAI, peu importe ce qui se passe. D'un point de vue scandale, c'est un avis plus personnel, mais j'ai l'impression que les différentes entreprises d'Elon Musk arrivent bien à s'en sortir quand il y en a un, donc on peut espérer que ça continuera comme ça. Et est-ce que vous croyez à la conquête spatiale sur Mars d'Elon Musk? Alors, sur la Vous conquête... croyez au Père Noël? C'est son objectif, en tout cas, c'est sa prochaine Alors nous, étape. on fait de la prospective, donc notre sujet, c'est de s'interroger sur le futur. À court, moyen terme, non. Par contre, on voit que sur la Lune, on a des premiers projets d'installation de centrales nucléaires pour préparer l'arrivée de la vie humaine. Par contre, là où je crois dans l'espace, c'est qu'il y a de plus en plus d'innovations qui arrivent et que les data centers en sont seulement une. Aujourd'hui, avec les constellations de satellites, on commence à avoir des use cases très concrets pour des entreprises qui ne sont pas de la tech et pas particulièrement en avance. Le tracking de conteneurs en mer, par exemple. Je pense à des sujets de communication dans des zones coupées, dans les zones rurales. Je pense à des sujets de suivi de marchandises. Et ça, c'est des use cases très concrets dont les entreprises peuvent s'emparer dès aujourd'hui. Donc ça ouvre plein de champs possibles d'innovation très intéressants. Allez, merci beaucoup. Explication signée Luc Lebert, manager chez The Solomon Consulting. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe... restez avec nous, restez avec nous. On passe maintenant à notre invité. C'est Ty Chris, on vous dit pourquoi.